Mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens, chers collègues, je vais donc présider cette séance en compagnie du secrétaire général sur des communications libres. La séance sera ouverte après que nous ayons entendu le secrétaire qui va nous faire le rapport de la séance précédente. Donc c'est M. Cossa. Merci à vous, M. Cossa. Alors la séance de mercredi dernier a encore été une séance passionnante et passionnée avec de nombreuses questions. Je vais donc essayer de les résumer le plus rapidement possible. La séance concernait la prise en charge actuelle de l'insuffisance veineuse. Pierre Nicolini, en introduction, nous a souligné qu'il y avait trois sujets principaux: la pathologie veineuse superficielle, la thrombose veineuse profonde et le syndrome post-thrombose. Jacques Chevalier a initié les exposés avec le thème suivant: insuffisance veineuse superficielle chronique, recommandations internationales et résultats des études prospectives randomisées sur les différentes techniques chirurgicales de traitement. L'apparition de techniques endoveineuses, radiofréquence, laser, mécano-chimical, ablation, colle et vapeur pour le traitement des saphennes a remis en cause complètement le dogme de la suppression de la jonction saphéno-fémorale. Les études ont également montré la possibilité d'un développement multifocal ou ascendant de la maladie. Et la méthode ASVAL, ablation sélective des varices sous anesthésie locale, s'appuyant sur cette théorie, permet de préserver les saphennes qui peuvent alors récupérer leur continence. La revue de littérature met en évidence la faible agressivité de ces nouvelles méthodes, avec des résultats à moyen terme équivalents à ceux de la chirurgie classique traditionnelle. Plusieurs questions. Gérard Pascal d'abord, qui se demande si c'est la fin des scléroses. Non, on fait maintenant des échoscléroses péropératoires. Et la réaction inflammatoire après traitement thermique existe, mais elle est retardée vers le 8e jour. Elle a été source de nécrose, mais pas de sepsis début. Albert-Claude Bédamou souligne que les chirurgiens ont tendance à continuer à réaliser des strippings pour des raisons économiques et ou par incompétence échographique. Il y a donc le rôle du collège de chirurgie vasculaire à former les chirurgiens et notamment à mettre en avant le DU de phlébologie pour assurer la formation des opérateurs. Richard Villet souligne ainsi qu'il faut se poser la question de savoir à qui adresser les patients. Il y a une nécessité d'afficher une qualification spécifique des médecins intervenants et du site d'intervention. François Richard demande à ce qu'un registre exhaustif des actes, quel que soit l'intervenant, soit mis en place afin de pouvoir documenter un avis expert. Xavier Martin évoque la possibilité d'une discussion des dossiers en RCP. Pierre Nicolini nous parle du futur du traitement des varices. Dans la course au mini-invasif, la nouvelle étape est l'avènement des techniques dites non thermiques, non pumescence, qui simplifient, qu'on appelle NTNT, qui simplifient encore la procédure. Trois sont en cours d'évaluation: la colle de cyanoacrylate, le MOCA, mécano-chimical ablation, et le V-bloc qui associe la pose de coil et la sclérothérapie. Si ces résultats sont confirmés, le traitement de l'insuffisance veineuse chronique ne nécessitera plus d'environnement chirurgical. Xavier Martin s'interroge sur la tolérance et la diffusion du cyanoacrylate. Il est certes injecté en petite quantité, 2 millilitres, on n'a pas de recul, mais ce produit a été validé par la FDA en intrahépatique. Le taux de récidive après ces chirurgies mini-invasives est de 10%, en précision qu'il s'agit de reperméation sur le tonus par néo-angiogénèse. Gérard Pascal parle de coût-efficacité. Celui-ci doit être démontré par des études qui sont aujourd'hui produites par l'industrie, avec bien sûr un risque de conflit d'intérêts. François Richard souligne qu'il existe des cas d'embrochage veineux. Attention à déterminer avec les sociétés savantes et les tutelles qui est apte à reproduire ces gestes, de plus en plus simplifiés et qui deviennent réalisés ou réalisables au cabinet de consultation. Gérard Morvan s'interroge sur la formation spécifique au cours du cursus de chirurgie vasculaire. Il y a un apprentissage de l'échographie vasculaire qui est indispensable à sa procédure et qui doit être opposable. Jacques Caton le mentionne, ce DU d'échographie vasculaire a été créé par le collège, et Albert-Claude Bédamou insiste sur cette formation qui en fait aujourd'hui repose sur le volontariat. Jean-Marc Pichel nous parle de l'impact économique de la prise en charge d'une pathologie qui reste essentiellement esthétique, sur quoi Hubert Joannet répond qu'il faut s'adapter à la demande des patients, se pose en revanche bien sûr la question du remboursement ou non de ces soins.
Enfin, Xavier Martin rappelle que l'évaluation esthétique du résultat se fait sur la disparition des varices, pour laquelle le meilleur traitement reste actuellement la flébectomie au crochet. Olivier Hartung, en remplacement de Blandine Morel, le traitement des thromboses veineuses fémoro-iliocaves au stade aigu, avenir des techniques de thrombectomie, revue de la littérature. La thrombose profonde proximale iliocave des membres inférieurs est une infection à haut risque de complications, avec l'embolie pulmonaire, la thrombose veineuse profonde, les thromboses veineuses profondes à répétition et le syndrome post-thrombotique. C'est pourquoi la plupart des recommandations préconisent aujourd'hui le retrait du thrombus dans les 3 semaines chez les patients actifs avec bonne espérance de vie et à faible risque hémorragique. Les bons résultats rapportés ne concernent pas les thromboses profondes distales, fémoro-poplitées isolées, en raison d'un risque hémorragique spécifique. Xavier Martin s'interroge sur la place du traitement anticoagulant seul. Celui-ci est toujours de mise pour tous les patients qui sont non éligibles à ce traitement endovasculaire, c'est-à-dire les patients souffrant de cancer ou d'immobilité prolongée. Albert-Claude Benamou met en avant le fait qu'il s'agit d'une chirurgie spécifique qui n'a rien à voir avec la chirurgie artérielle et qui nécessite une formation particulière. Enfin, Gérard Pascal rappelle que le bilan de thrombophilie doit être systématique. Celui-ci est en fonction des constatations endovasculaires et est au minimum d'1 an. Dernière communication, Olivier Hartung, le syndrome post-thrombotique fémoro-iliocave, recommandation internationale, revue de la littérature. Utilisé depuis plus de 20 ans, les techniques endovasculaires avec stenting ont transformé le traitement du syndrome post-thrombotique pour le rendre moins invasif et plus sûr, avec des résultats à long terme qui sont bien supérieurs à la chirurgie conventionnelle. De ce fait, les recommandations internationales ont en fait la technique de première intention, reléguant ainsi les indications de la chirurgie aux échecs techniques primaires et aux thromboses secondaires non récupérables. Questions et commentaires de Xavier Martin. En cas de cavernome rénal lors d'une transplantation, il faut envisager la possibilité d'une reconstitution par endophébectomie et patch en s'associant alors avec une équipe spécialisée. Je vous remercie. Merci infiniment, monsieur le secrétaire annuel. Je vais mettre ce compte rendu au vote. Y a-t-il des informations complémentaires à solliciter auprès de monsieur le secrétaire annuel? Non. Personne ne s'abstient. Eh bien, écoutez, je vous remercie.